Jean-Louis Servan-Schreiber, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle pour la deuxième fois. Aujourd'hui, on se rencontre pour un essai qui s'appelle C'est la vie avec un grand point d'exclamation, disponible aux éditions Albin Michel. Justement, avec le titre de votre livre, moi, la première envie que j'ai eue, c'était de me ruer dessus parce que ça nous appelle. Et la couverture, il y a un petit dessin résumant « Bonjour, je cherche le sens de la vie ». Et le petit pingouin lui répond « Vous y êtes ». Oui, d'abord j'ai choisi effectivement de me faire une fois de plus accompagner par mon ami philosophe Xavier Gorce, qui est l'homme des pingouins, et qui a une vision des choses et de la vie qui ressemble beaucoup à la mienne. C'est pour ça que nous aimons bien faire des choses ensemble, et je crois que ça allège un livre et en même temps ça l'approfondit parce que l'image permet de réagir encore plus profondément, enfin, j'ai remarqué. Donc effectivement, le sens de la vie, au fond, ce livre, je l'ai fait parce que je me pose la question comme tout le monde. Et puis la question, elle se pose depuis toujours, et puis elle continue, et puis chacun y donne sa réponse. Et pour y répondre, il faut quand même quelques préalables. C'est pour ça que j'ai rédigé quelques chapitres avant, et puis c'est pas la seule question importante de la vie. Donc la question du sens de la vie, bien, je l'ai abordée au fil de ce livre qui est petit, qui est relativement compact, parce que je crois maintenant que le respect pour le lecteur consiste à ne pas l'étouffer sous le nombre de pages. Ça n'est plus tout à fait dans l'époque. Et donc, à la fin, j'aborde le sens de la vie pour dire que, en fait, c'est une fausse question. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que la manière dont vous l'avez construit, moi quand je m'y suis intéressé, j'ai trouvé que ça se lisait comme un magazine. C'est pas tout à fait un hasard, c'est mon métier. Voilà. Je suis journaliste et je trouve que la vie est évidemment le plus singulier des reportages, parce que je suis le seul à pouvoir le faire en ce qui me concerne, à l'évidence. Donc c'est aussi, peut-être l'écriture magazine m'a permis de faire des chapitres assez compacts. Effectivement, ça sent l'expérience quand même, dans la manière dont c'est présenté. Je voulais qu'on insiste là-dessus. Le sommaire de votre livre, comment vous l'avez pensé? Après coup, c'est logique. J'ai construit, c'est tout à fait normal, il faut d'abord savoir ce qu'il y aura dedans. On dit souvent que les romanciers, quand ils se mettent à leur table le matin, ils ne savent pas forcément ce que leur personnage va faire dans la journée et ce qu'il va en sortir. Je crois qu'il en est de même pour les essayistes. Parce que, évidemment qu'on part avec en tête un sujet, probablement quelques idées que l'on a envie de développer, mais la manière dont on le fait et ce vers quoi ça vous amène, eh bien, c'est aussi une découverte. Ce qui permet d'ailleurs de prendre plaisir à écrire, sinon, si on savait d'avance ce qu'on va écrire, ça serait probablement assez ennuyeux, ça serait une sorte de recopie mentale. Donc, j'ai dû faire le livre lui-même pour me rendre compte de ce qui avait lieu, dans quel ordre le mettre par exemple. Je me suis posé la question à la fin, ces chapitres ne sont pas reliés les uns aux autres, ils font tous partie du même ensemble. C'est différentes approches. Alors justement, aux différentes approches, il y a de nombreux thèmes moi, qui m'ont interpellé, et je vais partir sur un qui est plus sur la fin. Vous parlez de l'humilité, ça m'a beaucoup touché. Oui, c'est vrai, c'est original. Je trouve que c'est une époque où par moments on en manque beaucoup. Ça n'est pas très répandu. Et justement, la réflexion après une vie maintenant qui se compte en 3/4 de siècle, c'est de se rendre compte à quel point toute prétention est absurde et assez ridicule. C'est magnifique une vie, mais enfin c'est minuscule. C'est même microscopique, c'est même à la taille d'un atome par rapport à ce qu'est l'univers. Et encore, un atome, c'est beaucoup. Donc, ne pas se prendre au sérieux, ne pas croire que l'on est unique, ne pas faire au fond une fixation sur soi-même, ça libère énormément. Et en plus de ça, à ce moment-là, cette posture d'humilité qui est simplement de dire, ben voilà, j'ai vécu, j'existe, c'est déjà extraordinaire, et ça suffit largement à me combler,
j'ai pas en plus besoin d'imposer aux autres. Alors, c'est assez bizarre de dire ça au moment où j'écris, je mets mes idées en circulation, mais enfin, ça n'est pas imposé. Hein. C'est ce que j'allais dire, vous les proposez, c'est pas imposé. L'humilité, en fait, je m'en suis rendu compte en terminant ce chapitre, que de dire qu'on est humble, c'est déjà prétentieux. Donc, pour au fond me dédouaner de cette prétention, j'ai mis à la fin, comme j'ai fait dans chaque chapitre, une espèce d'envoi, on dirait ça en poésie, un envoi qui rappelle qu'effectivement, se prétendre humble, c'est déjà beaucoup. Donc, je ne me prétends pas. Mais, pas encore, hein, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire, si vous n'êtes pas encore arrivé. Non, mais je contemple avec intérêt cette possibilité. Alors j'entends quand même, parce que finalement pour être réellement humble, il faut quand même s'être beaucoup réalisé pour pouvoir y mettre cette distance. Alors c'est ce qu'on me dit. C'est vrai que au fond je n'ai plus grand chose à prouver et peut-être plus tellement le temps de le faire. Ça libère incontestablement. Mais c'est effectivement une relative découverte contemporaine. D'ailleurs, les gens sont ceux qui m'ont bien voulu me dire, réagissent souvent en disant « Ah, mais cette humilité, on ne s'attendait pas de ça de votre part. » Et bon, effectivement, d'ailleurs, ça montre qu'ils n'avaient peut-être pas de moi une opinion conforme à celle que j'aurais préférée.